Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Bienvenue à ces journées internationales du tourisme accessible. Nouvelle table ronde aujourd'hui avec d'autres acteurs qui vont nous montrer comment on peut innover, comment on peut faire en sorte de fédérer toutes les forces vives pour pouvoir faire le tourisme pour tous, le tourisme accessible. Je vais maintenant monter sur scène et accueillir mes invités et la première d'entre elles, la présidente de l'association Tourisme et Handicap ATH, Madame Annette Masson. On l'applaudit s'il vous plaît. Bonjour Annette, bienvenue. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier pour cette deuxième journée des rencontres internationales. Bonjour à tous et en tout cas merci d'être parmi nous puisque nous allons aborder d'autres sujets que nous espérons évidemment intéressants pour tous. Et hier, on s'excusait pour nos difficultés de matériel, compte tenu qu'on nous avait tout volé dans la nuit précédente. Donc bon, là, on a pu récupérer un certain nombre de choses, donc j'espère qu'on n'aura pas trop de difficultés techniques aujourd'hui. Enfin, en tout cas, de toute façon, sinon on remettra les films, puisque c'est filmé et enregistré, sur nos réseaux sociaux. Voilà. Merci, oui, c'est important et c'est vrai qu'on ne pourra pas offrir la qualité que nous avons l'habitude de fournir. Et on vous remercie donc de nous en excuser. Merci beaucoup Annette. Annette, on va accueillir donc pour parler de l'accueil des personnes en situation de handicap et notamment d'un aspect aussi financier parce qu'il faut pouvoir aider chacune des personnes à mettre en place son dossier et puis pouvoir partir en vacances. Et pour cela, on a deux acteurs qui viennent nous rejoindre. Jean-Marc Hébert pour Essentiel, on l'accueille. Bonjour et on vous applaudit. Bonjour Jean-Marc. Et pour l'ANCV, l'Association nationale des chèques vacances, on accueille M. David Blumenthal. Bonjour monsieur, on vous applaudit. Voilà, et maintenant on est comme à la maison, ou presque, parce qu'à la maison, il y a beaucoup moins de caméras. Alors, première question, justement, Jean-Marc, pardon, comment vous... si on peut peut-être le micro, s'il vous plaît. D'abord, Essentiel, si vous pouviez nous présenter ce qui est le cœur de l'Essentiel, s'il vous plaît. Merci. Essentiel, c'est un outil de plein droit en mécénat, donc c'est un fonds de dotation. Ce qu'on appelle fonds de dotation, c'est un peu le petit frère d'une fondation, puisque c'est le terme et l'imaginaire qui est très présent en France. Ça signifie que c'est un outil pour mener des actions d'intérêt général et de le faire en pouvant collecter de l'argent privé auprès de mécènes, donc souvent d'entreprises, et de travailler sur des sujets qu'on considère comme prioritaires. Et du côté d'Essentiel, on est sur le tourisme bienveillant. On avait produit une charte il y a plus de 5 ans. Et les sujets qu'on travaille, c'est un tourisme qui inclut plus les hommes, un tourisme qui respecte plus la nature et un tourisme qui valorise plus les territoires. Donc évidemment, aujourd'hui, sur ce salon et cette table ronde de tourisme accessible, on est plutôt sur le premier volet de nos priorités. Et on a 2 ans et demi d'existence puisqu'on a été créé à l'été 2020 et on travaille sur l'ensemble du territoire national. Donc on est un outil au service de ces causes sur l'ensemble de la France. Vous êtes basé en région, l'origine? Alors oui, c'est une initiative qui a été portée par une dizaine d'acteurs, qui sont des acteurs nationaux mais aussi en région. Pour en parler en étant moi-même salarié du comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une idée qui a germé et qui a tout de suite mobilisé des grands acteurs mais qui sont aussi très implantés dans notre région. Par exemple, Club Med, Vacances-Éole, Domaine Skiable de France, et puis au niveau national, Ici Voyage, Webedia, et puis d'autres. Donc il y a un tropisme régional, mais une réalité, et on déploie depuis 2 ans et demi des actions qui sont aussi nationales et qui sont extraterritoriales, si on veut garder cette idée entre le lieu où l'idée a germé et puis finalement la réalité de nos actions. Merci beaucoup. David, je me tourne vers vous, c'est à peu près la même question. Alors la NCD, on vous connaît, mais finalement on connaît tellement bien qu'on ne connaît pas si bien. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire un peu justement
l'environnement de vie de la NCV? En quelques mots, la NCV, Agence nationale pour le chèque vacances, un établissement public. Voilà, on va commencer par ça. Un établissement public qui a pour vocation d'émettre, commercialiser, distribuer cet outil social qu'est le chèque vacances. Donc pour remplir une mission sociale simple et unique qui est d'aider le départ aux vacances. Alors, ça touche naturellement un grand nombre de salariés, mais aussi ce qu'on appelle les ayants droit, à hauteur de 4 millions, et avec les ayants droit entre 11 et 12. Donc bien entendu à travers les CSE, à travers aussi les petites, voire très petites entreprises, en passant par les employeurs. Mais si vous voulez, la singularité de l'agence, c'est qu'en tant qu'établissement public, elle ne rémunère aucun actionnaire, sa gouvernance ne le prévoit pas, et donc l'argent, parce que la question c'est souvent où va l'argent, eh bien l'argent, il va naturellement à son financement, à sa potabilisation, mais il va au financement de programmes d'action sociale qui, eux, sont dirigés de façon plus fléchée et précise vers des personnes qui rencontrent des difficultés de vie, on pourrait dire, financières bien entendu, mais autres. Et on arrive d'ailleurs au sujet du salon, ça peut être naturellement la question du handicap qui se cumule souvent d'ailleurs avec la question financière. Donc là, on a bien le cadre global. J'en profite d'ailleurs pour rebondir sur l'information qu'on a pu lire sur le magazine qui a été édité spécialement pour l'événement. Il y a les vacances aussi pour les jeunes que vous financez. Absolument. C'est un des derniers programmes, si on veut, même si maintenant il n'est plus tout à fait récent, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, mais il s'agit du programme 18-25, qui est bien connu des intervenants aussi autour de cette table. 18-25, tous les 18-25 en situation de handicap, non. Ah bah, bien entendu, alors après, il faut que sur le site, il y ait des choses prévues, parce que si sur le site choisi, il n'y a pas, c'est bien le problème d'ailleurs, l'accessibilité recherchée, ce sera impossible, mais il n'y a effectivement aucune discrimination. C'est tous les 18-25. Alors évidemment, ça touche sa cible, en particulier des jeunes qui, sans ce programme, auraient du mal à partir. Et ça met en valeur justement une des actions sociales dont vous parliez. Absolument, ça fait partie des actions sociales de l'agence, le départ 18-25. Alors essentiel, je reviens vers vous, Jean-Marie. Comment vous envisagez là l'avenir proche et lointain, parce que j'imagine qu'un tel organisme est obligé d'avoir une vue à au moins double détente. Merci. Alors l'avenir proche, c'est des actions sur la montagne. Je fais un clin d'œil à mon collègue du jour parce qu'on travaille avec la NCV sur le programme 18-25 montagne et on est à la fois mécène et acteur pour faire connaître le programme aux côtés de la NCV qui a une puissance de feu mais qui mérite toujours d'être rappelé puisque toucher sa cible, ça fait partie aussi des enjeux. Donc on a un autre programme qui démarre avec Montagne Durable et qui est plus de la formation et de la sensibilisation d'acteurs de montagne pour la rénovation et la transition énergétique, donc un champ spécifique, mais là encore, on est là pour animer notre secteur et apporter des solutions concrètes. Et sur le volet handicap, et j'en parlais avec Annette tout à l'heure, c'est un sujet qu'on n'a pas encore adressé, on a 2 ans et demi d'âge, et c'est un sujet qui évidemment travaille notre gouvernance parce que en ayant créé un outil d'intérêt général, il est évident qu'on doit se retrouver sur cette dimension. Donc le fait d'en parler aujourd'hui et puis de commencer à avoir comme ça des entretiens en one-to-one avec des acteurs nous permet de commencer à nous faire une idée de ce que pourrait être une action à la fois à notre dimension, repérable et qui apporte une solution concrète. Donc on est dans ce moment où on essaie d'identifier comment on pourrait intervenir et le faire avec cette volonté d'être, entre guillemets, accompagnant et de faire avec, puisque dans notre univers, c'est le prisme le plus évident.
La question, finalement, elle est évidente, hein, même si elle n'était pas écrite, mais comment vous envisagez justement un partenariat avec ATH et comment ATH peut vous attendez quoi d'ATH en fait? Eh bien, en fait, on est dans cette logique de recherche de projets qui aurait du sens à l'instant T. On est conscient qu'on est dans un univers qui a énormément de besoins, et notamment besoin de financement. Donc c'est vrai que l'outil en mécénat peut jouer un rôle à côté de toutes les associations et de toutes les structures publiques qui sont évidemment aidées. On peut jouer un rôle à notre dimension. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il faut qu'on aille sur les sujets où on fait des opérations avec des bénéficiaires, personnes physiques sur un projet qui serait émergent ou qui nous aurait été poussé par Tourisme Handicap? Est-ce qu'il faut qu'on fasse de la sensibilisation et de la formation sur un sujet, et cette fois plutôt auprès des sociopros ou des accueillants de public en handicap? Est-ce qu'il faut qu'on aille vers d'autres types d'actions? En fait, tout est sur la table et on ne s'interdit pas d'identifier quelque chose, voilà, avec cette volonté, à un moment donné, d'être terre à terre et d'apporter quelque chose différenciant, peut-être un peu fort, mais en tout cas, de relativement novateur. Avec une autre valeur ajoutée. Exactement. Essayer d'arriver finalement dans cette famille et d'apporter quelque chose aussi, en étant respectueux de tout ce qui se fait, évidemment. Vous m'amenez la prochaine question. Merci, on fait une bonne équipe, hein, parce que je me retourne vers vous, David. Vous parliez tout à l'heure justement de la difficulté de pouvoir identifier certains lieux pour le tourisme accessible. Est-ce qu'il existe des aides pour les professionnels du tourisme pour mettre justement cette accessibilité en place? Oui, alors ça fait partie des programmes d'action sociale de l'agence, hein, parce qu'il y a effectivement les aides à la personne sur lesquelles on reviendra sans doute tout à l'heure, mais il y a en effet des aides destinées aux professionnels. Alors ce sont des aides notamment aux équipements touristiques à vocation sociale auxquels nous apportons une aide pour des travaux de mise aux normes, de réhabilitation, de rénovation, et ça passe souvent par une mise à niveau en termes d'accessibilité, et il y a une bonification de 5% de l'aide, on ne va pas vous assumer les chiffres, mais une bonification, si vous voulez, de l'aide, qui est apportée aux opérateurs touristiques qui font cet effort-là. Donc on tient, si vous voulez, compte des objectifs qui sont fixés, mais qui sont fixés d'ailleurs au niveau national. Il y a des agendas, pour ceux qui ne sont pas encore aux normes, il y a des agendas qui leur fixent des objectifs extrêmement précis pour se mettre aux normes. Donc on sait bien qu'on est encore assez loin du compte. On a fait pas mal de progrès dans le secteur, mais encore assez loin du compte. Mais en revanche, il y a des progrès qui sont en train de se réaliser, et la SCD, elle essaye d'accompagner financièrement, pas à la même hauteur de la région, une banque, ça va de soi, mais elle essaye d'accompagner financièrement pour boucler un taux total financier, si vous voulez, ces opérateurs touristiques qui s'engagent dans cette voie de la mise aux normes. C'est une stratégie, ou c'est stratégique en tout cas pour vous, puisque c'est aussi la réassurance, et là vous parliez des personnes, de les envoyer au bon endroit, au bon moment. Ça fait partie de notre mission. Nous, on est un acteur touristique, fondamentalement un acteur touristique. Et on est tout aussi fondamentalement un acteur touristique social. Donc, si on ne s'implique pas, au-delà du discours, par des actes financiers dans ce domaine, on ne remplit pas notre mission. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, en tout cas qu'on ne peut pas faire seul, qui est le fléchage des structures, même si on en parlait avec Annette tout à l'heure, on peut et on doit y contribuer davantage dans les informations disponibles dans vos données à nous, mais il y a des choses dont on n'est pas seul responsable. À notre niveau, en revanche, il dépend de nous d'utiliser au mieux l'argent qui existe chez nous pour faire en sorte que des structures qui ne sont pas ou peu accessibles deviennent encore mieux. Alors, pardon, mais du coup, la question, moi, les pièces du puzzle s'assemblent. Et je remercie Annette Masson d'avoir fait cette table ronde, parce que du coup, c'est parfait. On a un ATH donc, qui agit sur le terrain, qui agit avec les professionnels. Nous avons une fondation qui agit en interconsulaire, enfin,
va dire finalement, et une société publique. Comment vous pourriez envisager un partenariat tous les trois, justement, parce que j'ai l'impression que chacun a son rôle pour pouvoir arriver à bon port. Alors, d'abord, je rappelle que le comité régional du tourisme est le relais naturel de tourisme et handicap sur la région. Donc, c'était simplement pour dire qu'il y a ce travail de fond qui est réalisé par les équipes. Et puis, c'est vrai qu'avec le fonds de dotation, ce qu'on se dit, c'est que on sait peut-être déjà ce qu'on ne doit pas faire, c'est-à-dire aller vers des opérations où on fait de la mise aux normes ou bien l'identification. Finalement, il y a d'autres structures et d'autres sources de financement pour ça. Donc, on serait pas forcément là où on nous attend. En revanche, rester sur cette logique d'un tourisme bienveillant, durable, responsable et avoir une dimension et des projets pour les publics en handicap, c'est là qu'on doit exister. J'évoquais tout à l'heure quelques pistes possibles, c'est-à-dire comment déployer quelque chose qui serait novateur et en même temps qui serait sûrement très attendu, parce que j'ai évoqué avec plusieurs personnes ce matin dans le public les projets et ils sont nombreux, donc on va trouver des moyens de financer des opérations. Ce qui est intéressant, c'est que ce sujet il mobilise aussi potentiellement des mécènes. Finalement, dans nos discussions qu'on a avec notre écosystème et avec les mécènes, qu'ils soient de la filière tourisme ou un petit peu au-delà, on se rend compte que ce sujet intéresse. Donc, je pense qu'on va en plus avoir, je dirais, la bonne connexion sur un sujet qui fait sens et un sujet qui intéresse des entreprises dans le moment où on est. Peut-être qu'il intéressait déjà avant, nous n'existions pas. Pour l'avenir, je ne suis pas devin, mais je sais que pour le moment où on est, on a déjà identifié une ou deux belles entreprises qui aimeraient qu'on œuvre dans ce sens-là. Donc, finalement, notre lien entre porteurs de projets, filière tourisme et puis bénéficiaires, sur le tourisme handicap, il va s'incarner, je pense, à 6 mois devant nous, à peu près. Et je rappelle juste que une fondation, par principe, n'a pas forcément vocation à financer, mais à trouver des financements, c'est un peu différent. Exactement. Quand je dis financer, en effet, c'est un mot un peu rapide, c'est-à-dire qu'en fait, on est collecteur, donc on va solliciter la philanthropie, et notamment auprès des entreprises. Pour le grand public, il faut avoir des projets qui sont très spécifiques pour être assez mobilisateurs. Mais en effet, on va solliciter cette philanthropie. Elle se joue dans des actions que les entreprises développent de plus en plus, en termes de RSE, en termes de responsabilité sociale. Et avec ces financements, on les flèche vers les projets qui vont bien. Nous, à l'essentiel, on n'est pas un fonds opérateur, donc on doit faire avec ceux qui existent. Donc c'est la raison finalement de notre présence ici. Et ceux qui font, justement, c'est vous rencontre. Et votre question, effectivement, traduit une volonté qui est déjà au moins partiellement prise en compte, puisque on est déjà en réalité en réseau. Alors, le partenariat avec l'ATH est très ancien, il y a plus de 20 ans. On s'est mis à travailler ensemble. Après, moi, j'ai pas tout connu l'Agence nationale pour les chèques de vacances, même si je suis déjà plus si jeune que je l'ai été, mais sauf erreur et sous le contrôle d'Annette, la NCD a travaillé presque au début. Donc, on a un partenariat avec ATH qui se traduit notamment par le versement d'une aide financière à l'action de communication, de publication, etc. Évidemment, on ne se substitue pas à l'action d'ATH. Néanmoins, notre partenariat avec ATH nous aide un peu à aiguillon, pour aller plus loin. Annette est là pour nous rappeler, et c'est son travail, que tout n'est pas encore fait, notamment chez nous, pour justement donner toutes les informations nécessaires sur les sites auxquels on a accès. Je pense notamment au programme pour soutenir des vacances. Toutes les informations ne sont pas toujours là, parce que les collecter, c'est pas toujours évident, ou les mettre à jour, c'est pas toujours évident. Et la présence d'ATH, elle est précieuse pour qu'on suive cette phrase-là. On est en contact aussi avec nos maris, parce que on parlait du programme 18-25, il intervient en lien avec Tom Hoover au niveau de ce programme. On peut, et j'en termine là, on peut espérer, on doit espérer, on a même presque le devoir de rêver que cette synergie s'approfondisse, s'élargisse. Elle ne s'élargira jamais assez.
Annette? Je voudrais préciser effectivement que notre partenariat a 20 ans cette année avec la NCB, donc une longévité et une fidélité, à la fois évidemment sur des actions, comme je vais dire, récurrentes, qui sont la formation de bénévoles, puisque la formation de bénévoles n'est pas prise en charge par les fonds de formation. Donc ces bénévoles évaluateurs d'associations de personnes handicapées, si nous voulons les former, ben, il faut nous aider. Voilà, donc une partie de financement. C'est aussi les trophées du tourisme accessible qui seront remis tout à l'heure à midi. C'est également de l'aide dans des opérations très ponctuelles comme aujourd'hui et des actions de communication dans ce domaine. Donc c'est très important pour nous parce qu'il y a la fidélité et on essaye de construire ensemble sur le long terme. Parce que bon, je dis souvent que les one-shots, c'est-à-dire une fois, bon, c'est bien, mais ça ne sert pas forcément à grand-chose, il faut qu'il y ait une longévité derrière. Ce qui nous semble aussi important, c'est petit à petit, on essaye de travailler à plusieurs. Parce qu'on a bien conscience que toujours des questions financières qui viennent aussi à la clé, mais que quand on est associé à plusieurs, on arrive à faire avancer mieux les choses et en profondeur sur ce domaine. Et j'aimerais quand même qu'on revienne, puisque c'est important pour nous, on est sollicité de plus en plus par le grand public, même si nous, aujourd'hui, notre action, elle est d'abord ciblée auprès des sociopros, bon, pour qu'ils se rendent accessibles et qu'effectivement, après, les personnes en situation de handicap puissent aller profiter de loisirs et de vacances. Mais c'est vrai qu'on ne dispense pas encore assez de notre côté, faut être clair, les opportunités qui sont données à certains de se faire aider pour l'accès aux vacances, je parle d'un point de vue partir en vacances. Donc la NCB a plusieurs on va dire dispositifs, donc si David veut bien en toucher quelques mots, voilà, parce qu'on s'adresse aussi au grand public sur ce sujet. La question elle est assez directe, donc finalement. Oui, on a plusieurs dispositifs. Alors, on a un dispositif, si vous voulez, qui est très vaste, et qui s'appelle les aides au projet vacances, et dans lesquelles on a développé un volet handicap. Alors, les chiffres, je vous dis que je ne vous assommerai pas avec, je vais continuer de ne pas vous assommer avec. Donc, en plus, les derniers qu'on a en notre possession sont ceux de 2021, dont vous comprenez des motivations évidentes. Ils ne sont pas tout à fait représentatifs. En post-Covid, on va dire. Voilà, donc vraiment, pour aller vite, l'ensemble des aides cumulées nous permet de toucher 20 000 personnes dans ces eaux-là, ce qui est à la fois beaucoup et peu. Voilà, pour se dire les choses de façon assez claire. C'est beaucoup parce que oui, 20 000 personnes, bien entendu, tous les ans, ça fait pas mal de monde, et c'est peu parce qu'on est très loin de ce que l'on voudrait faire. Donc les aides au projet vacances, si vous voulez, bon, je ne vais vous assumer ni par des chiffres, ni par des arcades administratives, des choses, mais pour vous dire les choses très simplement, c'est une aide financière versée sous la forme de chèques vacances et qui répondent à des projets. Ce sont des aides qui sont dotées des commissions, une commission justement d'aide, de versement des aides, qui va à des partenaires. Il y a des partenaires, non pas à des particuliers en l'occurrence, mais directement, mais à des partenaires qui agissent dans le champ du handicap moteur, le champ du handicap visuel, auditif, mental, etc. Et de cette façon, des projets sont montés avec un accompagnement socio-éducatif, plus ou moins important selon les profils, bien entendu, et qui permettent le départ en vacances. On a aussi un partenariat qui est très très important avec le CCH. Le CCH, le CCH, alors, Comité national de coordination action handicap, et qui touche le public des ESAT, ce qu'on appelle les ESAT, les travailleurs actuels ou anciens. Alors, les ESAT, ce sont les établissements où les personnes. C'est bien les acronymes, mais parfois. Les acronymes, oui. Ce sont des établissements où les personnes en situation de handicap peuvent travailler dans un encadrement régulier. Vous avez dit ça. Voilà, et effectivement, on a aussi un partenariat sous conditions financières. En l'occurrence, ça s'adresse à des personnes dans le QFTF annuel, caution familiale. Pardon, mais je compte sur vous pour je suis là. me talonner pour ne pas donner trop, ne pas trop jargonner, dépasse pas les 900 €. Et effectivement, c'est
c'est une aide qui permet à ces travailleurs, on sait évidemment qu'ils ne vont pas sur l'or, d'avoir accès aussi aux vacances. Il y a les aides aux équipements dont on a parlé, il y a les aides d'appui. Les aides d'appui sont là encore une aide financière, mais qu'on verse notamment à un réseau qui est très connu des professionnels, qui s'appelle le réseau Passerelle, qui est un collectif d'opérateurs très différents, qui réunit les acteurs du champ du handicap, aussi les acteurs touristiques, et qui œuvrent dans le champ de l'accessibilité. Donc, je ne vous assomme pas de noms, d'acronymes, de chiffres, etc., mais effectivement, on intervient auprès de différents relais institutionnels, associatifs, proprement touristiques ou au contraire spécialisés dans le domaine du handicap lui-même, pour, via des aides financières, que ce soit sous forme de chèque vacances ou sous une forme un peu plus le cash, on dit, un peu plus direct, pour permettre le départ en vacances. Donc tout ça, bien sûr, ça va dans le domaine de l'innovation. Et je reviendrai avec vous, mais ce qui ressort globalement de ce que vous avez dit assez directement et de ce que vous avez exprimé aussi, Annette et Jean-Marie, c'est le problème de synthétiser l'information et de trouver ces informations, parce que en fait, chacun a un bout, et même quand on est détenteur, on n'arrive pas à avoir toutes les informations. C'est un vrai problème. Oui, ça. et puis c'est un souci, le contact direct. J'ai encore un mail aujourd'hui d'une personne en situation de handicap qui a bien entendu parler de l'aide de l'ANCD, qui me dit mais qui je dois contacter spécifiquement pour avoir des réponses si je suis éligible ou pas. Donc c'est vraiment aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap, l'information fiable, l'information directe est vraiment très importante, car on se trouve dans une nébuleuse de sites internet où il faut en faire je ne sais combien pour pouvoir organiser ses vacances. Même pour quelqu'un qui a les moyens de se payer les vacances, c'est très très compliqué. Et dans ce sens, on veut vraiment travailler pour qu'il y ait une information facile à obtenir, entre guillemets, par rapport à ça. Moi, j'aimerais bien revenir avec Jean-Marie sur la montagne, parce qu'il a cité la montagne, et la montagne pour nous est un souci. Il est un souci parce que la montagne a ses difficultés, ça, on est d'accord en termes d'accessibilité, mais je citais un seul exemple récurrent ces dernières années, c'est des personnes en situation de handicap qui veulent partir avec leurs enfants, parce que souvent on oublie qu'elles peuvent être en ménage, on va dire, avec des jeunes enfants, elles veulent partir à la montagne mais pendant les vacances scolaires. Et pendant les vacances scolaires, elles ne peuvent pas obtenir de la part des guides de montagne de faire des activités, puisqu'il y a trop de monde, il y a beaucoup d'enfants, etc. Donc, est-ce que, par rapport à ce que vous avez fait, est-ce qu'en montagne, on peut arriver à faire évoluer un peu des activités, mais aussi pendant les périodes scolaires? Grande question. Alors, la montagne a ses difficultés, mais elle a aussi ses réussites, puisque depuis 2 ans après le Covid, il y a déjà de nouveau une fréquentation qui est incroyable. Et il y a de l'attractivité pour tous les publics. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont presque des moments d'engorgement. On va pas raconter l'histoire. Février est colossal dans le calendrier. Noël un petit peu moins. Et puis après, c'est le travail de toutes les stations et toutes les sociopros pour essayer de glisser plus ou moins. L'initiative qu'on va mener l'an prochain avec la NCD 18-25, c'est d'essayer d'intéresser les publics débutants 18-25 ans, toujours ces conditions identifiées de ressources ou de statut, à venir en montagne, c'est-à-dire ne pas s'auto-inhiber, puisque les copains ont déjà une connaissance, ont déjà le code. Moi, je suis débutant, comment je peux venir? Alors, sur la logique que tu évoques, oui, je pense qu'il y a des choses à faire. Après, les miracles sur les périodes qui sont les périodes de vacances, je ne suis pas certain de pouvoir ouvrir beaucoup de portes aujourd'hui, tout simplement parce que c'est des périodes où, en effet, on s'en rend compte pour les cours de ski ou pour des activités, en effet, de découverte plus large de la montagne. De plus en plus, il faut avoir énormément anticipé, s'être inscrit, avoir réservé pour pouvoir pratiquer le loisir ou l'activité qu'on souhaite. Donc, est-ce qu'on va être beaucoup plus performant sur ce volet? Je ne sais pas. Je pense que pour ce qui nous anime, on va regarder justement, parce que cette logique de départ, ça peut être aussi une des logiques qu'on peut abonder de manière, je dirais pas simpliste, parce que c'est quelque chose en plus, mais ça peut être une évidence aussi, c'est-à-dire comment faire qu'on puisse aider les publics à partir.
Après, il faut voir sur les timings si on est capable de bien faire. Mais c'est une des pistes qu'on peut travailler à l'évidence. Et travailler des pistes en montagne, c'est toujours pratique. Merci. Ceci dit, j'ai pour vous une interview, vous pourrez la retrouver sur le podcast de Christophe Fontaine, justement, il y a une interview du fondateur de l'ANCD, et il expliquait que le but, justement, était d'avoir travaillé avec le ministre de l'époque, alors le nom m'échappe parce que ça date de 71, cette interview en question, et il expliquait que le but était de répartir mieux la saison, justement, parce que trop de gens partaient en août, et les villes fermaient en août, et donc il était important de répartir sur juillet, puis sur juin et septembre, les saisons, avec ce qu'on appelle aujourd'hui une incentive de tarifs, donc les autres pilotes avaient pour mission de faire baisser les tarifs pour faciliter les choses. À l'époque, il y avait 45-50 millions d'habitants, aujourd'hui on est 70 millions, et on se rend compte que finalement, à peu de choses près, on est dans des problématiques assez similaires. Vous trois, même si c'est plus le but de répartir mais c'est plus de faciliter l'accès. Je dirais, si vous voulez, que c'est à double tranchant. On peut tout à fait entendre qu'il faille davantage répartir sur une période plus grande. Et de fait, par exemple, le programme Seniors en vacances, qui aussi fait partie d'ailleurs des seniors en situation de handicap, pour partie, est complètement dans cette logique-là. Il s'agit d'optimiser l'utilisation des places disponibles hors saison. Et pourquoi pas il n'en demeure pas moins que ce qu'a décrit Jean-Marie est très important, c'est-à-dire une forme de plafond de verre. Répartir sur une période plus grande de l'année, oui, de façon pragmatique, et parce qu'en plus, il y a des personnes pour lesquelles c'est plutôt adapté. Il y a même des gens, ça existe, qui pour X raisons n'ont pas envie de partir. En juillet, août, là où c'est plus chaud, là où il y a plus de monde, etc. Pourquoi je dis à double tranchant? C'est à double tranchant si finalement ces périodes moins utilisées servent de réservoir pour finalement optimiser l'utilisation et rentabiliser l'utilisation de zones soit géographiques, soit temporelles, moins demandées, et donc avec des gens qui ont moins de moyens. Donc, en gros, vous voyez où je veux en venir, les personnes qui ont moins de moyens en plus de difficultés ne doivent pas être des variables d'ajustement économique. Il est là le piège. Je vais vous citer une phrase très connue dans le secteur, qui a été dite, je crois, par Olivier Niedermüller, qui avait travaillé à l'UCBA, qui a marqué ensuite. Une phrase très connue et souvent applaudie qui dit « Un lit vide est un lit socialement coupable ». Je crois que la vérité, c'est pas celle-là. Un lit vide à la mer en février n'est coupable de rien. Le lit socialement coupable, pour moi, c'est le lit qui est toujours occupé par les mêmes. Voilà, le lit socialement coupable. Et donc, le lit socialement toujours occupé par les mêmes, c'est précisément un lit à Morzine en pleine vacances de février, ou à Courchevel. Donc, répartir, oui. Mieux répartir, oui, parce que c'est une solution qui a son intérêt, y compris pour ceux qui, pour les partants eux-mêmes, naturellement pour le secteur, mais donner accès aussi aux périodes les plus demandées, ça reste encore un défi. Et on est encore très loin du compte aujourd'hui. C'est-à-dire que, alors il y a différentes choses, mais je suis malheureusement vite très loin, donc il ne faut pas m'interrompre, mais il y a différentes choses. Il y a des opérateurs touristiques qui ont besoin de remplir un prix relativement élevé pour pouvoir financer leurs propres engagements sociaux, et il y a une espèce d'équilibre de péréquation, ce qui peut s'entendre. Mais il y a aussi dans le secteur, on sait, on ne va pas se mentir, la recherche d'un maximum de profit dans cette période-là, qui parfois empêche de faire un peu son trou à l'intérieur pour pouvoir donner accès dans des périodes qui font rêver, comme juillet-août ou février à la montagne, qui font rêver tout le monde. Et puis, en gros, et j'en termine là,
on peut être pragmatique, mais ça ne doit pas aller jusqu'à demander aux gens, à leur donner l'injonction de changer de rêve. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je voudrais être précis, effectivement, l'allongement de la saison est une préoccupation pour les uns et les autres, et elle peut être aidée par des départs en seniors ou ce genre de situation, ça soyons clairs. Moi, ma situation actuelle, qui nous est demandée par les personnes en situation de handicap, parce que beaucoup de professionnels ou de sociopros qu'on rencontre ont encore une vision de la personne en situation de handicap qui ne travaille pas, ou qui n'est pas intégrée dans l'emploi, alors que nous, enfin, les uns et les autres, ont beaucoup d'efforts pour l'intégration dans l'emploi, à les enfants, puisque quand on regarde la courbe d'âge des personnes en situation de handicap, c'est des gens de plus en plus jeunes, qui ont eu avant ou après les enfants, et qui effectivement, eux, ont une contrainte, la contrainte des congés scolaires. Bon, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas partir en mai ou en septembre, c'est parce qu'ils ont la contrainte des congés scolaires qu'on a tous connus, ou qu'on peut même connaître des fois comme grands-parents aussi. Donc en fait, la question que je pose par rapport à la montagne, parce qu'on a moins de soucis par rapport à la mer, mais qu'on a beaucoup de soucis, beaucoup d'interprétations chaque année sur la montagne, c'est de dire j'ai des enfants, je ne peux pas faire autrement que de partir leur à Noël, en février ou éventuellement un peu à Pâques. Je parle bien de sport d'hiver, hein, je ne parle pas de la montagne en été. Et donc en fait, à ce moment-là, madame ou monsieur regardent les autres faire leurs activités, même soit des jeunes qui partent en groupe hein, avec leurs copains ou leurs copines et qui disent moi je suis là à regarder. Donc, la question, elle, c'est quelle solution on pourrait trouver à terme par peut-être d'engagement de jeunes formés exclusivement pour cet accompagnement-là dans ces périodes. Enfin, je réfléchis tout en même temps, enfin c'est pas forcément tout parce que j'ai essayé des fois de faire passer des messages pour dire bon, ok, les guides professionnels sont très occupés à ce moment-là, ça c'est clair et on ne conteste pas, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions effectivement avec des collaborateurs ponctuels mais qui sont formés à l'utilisation évidemment du matériel, qui permettraient de faire en sorte que papa, maman ou même l'enfant, parce que ça arrive aussi que l'enfant ne peut pas être pris dans un groupe et donc ne pas avoir le droit, je dirais, à une activité de neige, voilà, qu'on arrête, qu'on soit dans l'intégration. Parce que c'est difficile des fois pour des parents de dire non, on n'ira pas à la neige parce que papa ou maman va rester au bord. Bon, et puis un jour, 2 jours ça va, mais une semaine ça devient un peu compliqué. Voilà, c'est de se dire attention, faisons changer l'image des professionnels qui pensent que ce sont des personnes qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'enfants. Il faut faire évoluer cette thématique-là, mais après essayer de trouver des solutions à des périodes qui certes sont complexes, on le sait. Alors Jean-Marie, justement, des leviers d'innovation, c'est un peu plus là. Oui, mais juste un tout petit élément de contexte. Cette saison, le ski de printemps n'a pas été extrêmement consommé. On a eu une très belle saison sur Noël-février, mais sur le ski de printemps, vacances de Pâques, pas tant que ça. Donc c'est un peu contre-intuitif parce que finalement là, il y avait la possibilité d'accueil, d'accompagnement, d'organisation d'activités. Donc l'allongement de la saison, des aides de saison, ça reste un travail et je le souligne parce que finalement là, il y avait l'offre et c'est presque la demande qui a été un peu en deçà, alors qu'on était sur la période qui permet encore d'être sur la montagne l'hiver. Donc voilà, c'est simplement un élément de contexte. Et après sur les initiatives, honnêtement, c'est sur la table parce que les acteurs de montagne, et moi je le vois avec 18-25, on parle tout à l'heure des efforts qu'on veut faire pour offrir des cours de ski gratuits pour les débutants l'an prochain, pour, à l'occasion de cette journée, offrir le forfait de la journée en question. C'est-à-dire que pour le débutant, c'est vraiment j'y vais et je sais que ce que je vais tenter, ça vaut la peine. Donc il y a une mobilisation, les acteurs de la montagne sont assez conscients de ce qui peut être tangentiel et ce qui pose des difficultés. Il faut qu'on arrive à trouver de plus en plus d'initiatives comme ça, un peu à côté, qui font que les publics qui sont inhibés ou n'ont pas tout à fait les moyens ou hésitent, soient encouragés à le faire et encouragés, y compris de manière très matérielle. Hein. Là, je l'ai évoqué avec des pratiques, et puis la NCD le fait, et on le fait ensemble sur des coups de pouce financiers, notamment sur l'hébergement. Mais je pense qu'il y a une conscience. Après, on est aussi sur un marché qui est très structuré au niveau économique. Et le e-management, la manière de faire vivre les prix à la saison, il y a des choses contre lesquelles on n'ira pas de toute façon. Donc les acteurs sont
entre guillemets, très intégrés et travaillent bien là-dessus. Il faut trouver notre espace d'intervention et sûrement en aidant financièrement ceux qui veulent partir. Merci beaucoup Jean-Marie Hébert donc, pour Essentiel. Merci beaucoup David Blumenthal pour la NCD. Merci Annette Masson pour ATH. On va tenir le timing. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. On se retrouve pour la prochaine table ronde où là nous allons parler des échanges de bonnes pratiques. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. À tout à l'heure. Merci.